Une langue maternelle, c'est quoi au juste? C'est bien plus qu'une simple liste de mots, non? C'est une identité, une histoire, c'est tout un univers. Et justement, à l'approche de la Journée internationale de la langue maternelle, ce 21 février, on va se plonger dans une histoire absolument fascinante de persévérance culturelle. Alors oui, célébrer une journée, c'est bien, c'est important. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Au-delà des discours et des fêtes, quel est le vrai travail pour sauver une langue qui est sur le point de disparaître? C'est quoi le chemin? Plein d'obstacles, mais aussi de victoires, pour que toute une culture puisse enfin retrouver sa voix. Section 1, une journée pour les langues maternelles. Et la question c'est, pourquoi une seule journée est si cruciale pour des milliers de langues? En fait, cette journée, elle a été lancée par l'UNESCO et son but, c'est de promouvoir la diversité linguistique et ce qu'on appelle l'éducation multilingue. C'est un peu un rappel annuel, un coup de projecteur pour dire attention, chaque langue est un trésor et il faut en prendre soin. Et pour comprendre ce combat, on va se concentrer sur un cas d'étude particulièrement parlant, celui du Maroc, et de l'une des plus anciennes langues d'Afrique du Nord, le tamazight. Son histoire, c'est vraiment un condensé de tous les défis, de toutes les luttes qu'une langue peut traverser tout simplement pour survivre. On entre dans la deuxième partie, le réveil amazigh, et son sous-titre dit tout. Le long périple d'une culture pour retrouver sa voix. Parce que oui, il faut bien comprendre que ce combat il ne date pas d'hier. Ça fait des décennies que le mouvement culturel amazigh se bat, souvent discrètement, pour que sa langue et sa culture soient enfin reconnues. Et c'est ça qui est intéressant. On va voir comment, petit à petit, ce qui était au départ une revendication culturelle est devenu une vraie force politique. Alors regardons cette chronologie, c'est la route vers la reconnaissance. En 1967, on a la création de la toute première association culturelle, l'AMREC. Fait intéressant, ils évitent soigneusement le mot berbère pour ne pas créer de tension et pour insister sur l'unité nationale. On avance jusqu'en 1991, là le ton change complètement. La charte d'Agadir est signée et cette fois, la demande est directe, frontale, la reconnaissance de la langue amazigh dans la Constitution. Puis en 1994, tout bascule. Des militants sont arrêtés, ça fait du bruit et ça mène à un discours du roi qui pour la toute première fois reconnaît l'existence des dialectes berbères. D'ailleurs, petite parenthèse importante sur ce mot, berbère, c'est un terme qui vient de l'extérieur, alors que les gens eux-mêmes s'appellent les Amazighs, ce qui veut dire peuple libre. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Mais ce qui est fou avec cette chronologie, c'est de voir la progression. On part d'une approche super prudente pour arriver à une confrontation qui force une première réaction du pouvoir. C'est vraiment une montée en puissance. Troisième partie, de la protestation à la politique, ou, en d'autres termes, comment l'activisme a fini par se transformer en action officielle de l'État. Parce que face à cette pression qui n'arrêtait pas de monter, l'État a bien été obligé de réagir. Et il a fini par passer des paroles aux actes, notamment en créant des institutions dédiées. Et ce chemin vers l'officialisation s'est fait en plusieurs étapes clés. D'abord, en 2001, la création de l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh. C'était un pas énorme, ça donnait un cadre officiel, académique, pour protéger et développer la langue. Ensuite, en 2003, l'amazigh fait son entrée dans les écoles. Au début, c'était une expérimentation dans un peu plus de 300 écoles primaires, mais symboliquement, c'était immense. Et enfin, le point d'orgue 2011. La nouvelle constitution reconnaît l'amazigh comme langue officielle. Là, sur le papier, on peut se dire que c'est l'aboutissement de décennies de lutte, la victoire finale. Sauf que, il y avait un mais, un gros mais. Ce statut officiel, il n'était pas applicable tout de suite. Non. Pour qu'il devienne vraiment effectif, il fallait attendre le vote d'une loi bien spécifique. Une loi organique. Et ce détail, qui peut paraître technique, a en fait tout changé. Ça a ouvert la porte à des années et des années de débats, de négociations et de retard. Et ça nous amène directement à notre quatrième partie, le défi de la salle de classe. Avec ce sous-titre qui résume tout, le fossé entre l'écriture d'une loi et l'enseignement d'une langue. Parce que c'est une chose de graver un principe dans le marbre de la Constitution, c'en est une toute autre de le transformer en réalité concrète pour des milliers d'élèves dans des centaines d'écoles. C'est là qu'ont commencé les vrais problèmes, les défis du terrain. Et au cœur de ce défi, on trouve un symbole et une polémique. Il s'agit de l'alphabet choisi pour écrire l'amazigh, le tifinagh. C'est un alphabet très ancien qui a été standardisé par l'IRCAM pour devenir l'outil de cette renaissance de la langue. Mais ce choix d'utiliser le tifinagh, plutôt que l'alphabet arabe ou latin, n'avait rien d'anodin. C'était une façon d'affirmer une identité unique, distincte. Et ça n'a pas plu à tout le monde et ça a déclenché une sacrée polémique. Alors cette polémique, elle reposait sur quoi? Principalement sur un argument. Le tifinagh serait trop complexe. On a entendu des choses incroyables, comme quoi c'était aussi compliqué que des caractères chinois. Le mythe c'était ça. Mais la réalité elle est tout autre. Les linguistes, eux, sont formels. C'est un système phonétique, c'est-à-dire qu'un symbole égale un son, point.
C'est en fait beaucoup plus simple et logique que l'arabe ou le français, avec toutes leurs exceptions et leurs lettres muettes. D'ailleurs, il suffit de regarder pour comprendre. D'un côté, on a l'écriture cursive française, avec ses majuscules si compliquées que, soyons honnêtes, plus grand monde ne les utilise. Et de l'autre, les 33 lettres du Tifinagh, simples, claires, cohérentes, la comparaison est sans appel. On réalise très vite que le soi-disant débat sur la difficulté de l'alphabet, c'était en fait un débat beaucoup plus politique que pédagogique. Mais laissons de côté l'alphabet parce que les vrais obstacles, les vrais problèmes, ils sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus terre-à-terre. De quoi parle-t-on ? Eh bien, d'un manque criant d'enseignants bien formés, de manuels scolaires qui n'arrivent pas toujours dans les écoles les plus reculées, du fait que l'évaluation de la langue ne compte même pas pour le certificat d'études primaires, ce qui, forcément, la dévalorise. Et le pire, c'est peut-être ça, il suffit qu'un seul enseignant soit muté ou parte pour que tout le programme s'arrête net dans une école. C'est incroyablement fragile. Et tous ces défis nous amènent à la 5e et dernière partie. L'ambition face à la réalité. Et pour voir cette réalité, on va faire un truc très simple, suivre l'argent dans le budget 2026. Parce qu'au final, pour surmonter tous ces obstacles, il faut plus que des discours, il faut une vraie volonté politique. Et cette volonté, très souvent, elle se mesure en dirhams. Alors, rappelons la promesse de départ. Le gouvernement avait affiché une ambition très claire, allouer un budget qui augmenterait petit à petit pour atteindre 1 milliard de dirhams d'ici 2025, spécifiquement pour l'officialisation de la Mazir. 1 milliard, c'est une promesse forte, un chiffre qu'on a bien en tête. Maintenant, regardons le budget 2026. Le budget total du ministère de l'Éducation s'élève à 97,1 milliards de dirhams. C'est un chiffre énorme, en hausse, qui montre bien que l'éducation est une priorité. On est d'accord là-dessus. Oui, mais voilà, la question qui tue, sur ces 97 milliards, combien sont réellement fléchés pour le Tamazirt ? Et la réponse, c'est qu'on n'en sait rien. Le budget n'est pas assez détaillé. Il n'y a pas de ligne claire, distincte qui dit « voilà l'argent pour la Mazir ». Et c'est ça, le nœud du problème. Ce manque de transparence rend impossible de vérifier si la promesse du milliard est tenue. Pour les gens sur le terrain, les profs, les associations, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire naviguer à vue. Ne pas savoir si de nouveaux postes vont être créés, si les manuels scolaires seront financés, si les formations pourront continuer. C'est une incertitude qui freine tout. Finalement, toute cette histoire de la Mazie au Maroc, elle nous pose une question beaucoup plus large, qui dépasse les frontières du pays. Avoir un statut officiel sur le papier, c'est une étape fondamentale, c'est certain. Mais est-ce que ça suffit ? De quoi une langue a-t-elle vraiment besoin pour vivre, pour respirer ? Elle a besoin d'enseignants passionnés, bien sûr, mais aussi de livres, de films, de chansons à la radio, de séries télé. Bref, elle a besoin d'être partout, dans le quotidien, dans le cœur des gens qui la parlent. Et c'est peut-être ça, au fond, le secret de la vitalité d'une langue. Pas juste des lois, mais de la vie